Bonjour à toutes et à tous. On va reprendre pour la dernière séquence de cette journée. C'est moi qui vais faire le monsieur loyal à la place de Corinne pour cette dernière séquence. Il s'agit d'une séquence, comme on vous l'avait expliqué, consacrée aux industries culturelles et créatives. Je ne me suis pas présenté, pardon. Je suis Frédéric Aboury, donc adjoint à la sous-directrice de l'architecture. L'idée, c'est de mieux vous faire connaître les dispositifs d'aide existants qui sont ouverts aux industries culturelles et créatives et dont fait partie l'architecture. Vous ne le saviez pas forcément, mais l'architecture est une industrie culturelle et créative et à ce titre a accès à un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas forcément encore très bien connus par le secteur et que nous souhaitions donc vous présenter aujourd'hui. Si je me réfère à la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives, les ICC sont l'audiovisuel, le cinéma, le spectacle vivant, la musique, les musées et le patrimoine, les arts visuels, le design, l'architecture, les métiers d'art, la mode, la communication, le jeu vidéo, l'édition, la presse. Donc vous voyez, le champ est large, mais l'architecture est nommément citée. Alors les ICC partagent de nombreux points communs, même si elles sont évidemment diverses. D'abord, à elles toutes, elles ont un poids économique très important. Elles sont un atout pour la France à l'international. Elles sont bien évidemment un élément du soft power français. Elles sont confrontées à des défis communs, évidemment la transition numérique, la transition écologique. Bien souvent, les créateurs sont confrontés également avec des acteurs économiques majeurs. Alors souvent, ce sont les GAFAM. Pour l'architecture, ce ne sont pas les géants de la tech, les géants du numérique, mais plutôt ceux de l'immobilier et du BTP. Mais ça se pose un peu les mêmes questions de partage de la valeur entre les créateurs et les autres acteurs économiques souvent bien plus lourds que ces créateurs. On a vu que les agences d'architecture étaient en général, enfin souvent et pour beaucoup, de petite taille. Il faut savoir que l'effort de l'État à l'égard des industries culturelles et créatives est de 1 milliard d'euros, dont 400 millions qui sont financés par le programme d'investissement d'avenir, le PIA 4, et 600 millions d'euros qui le sont dans le cadre du volet culture du plan France 2030. Vous conviendrez que ce sont des sommes non négligeables et il serait dommage que le secteur ne s'en saisisse pas. Alors on a quand même déjà eu quelques pionniers qui se sont inscrits dans cette stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives. Caroline Lecourtois vous a présenté ce matin le projet lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir. Ça fait partie de ce dispositif, même si un dispositif transversal, il est ouvert aux industries culturelles et créatives. Un autre consortium, toujours je crois dans l'AMI compétences et métiers d'avenir, qui incluait plusieurs ENSA, a également bénéficié d'un soutien important sur un projet dédié aux matériaux biosourcés. Deux agences d'architecture ont fait appel à la garantie bancaire de l'Institut du financement du cinéma et des industries culturelles. Vous allez avoir dans quelques minutes une présentation des dispositifs de l'IFSIC par Sébastien Saunier. Une agence va bénéficier du programme d'accompagnement à l'international qui s'appelle Culture Export et qui est dédié aux États-Unis pour sa première édition. Donc vous voyez, il y a des agences qui se saisissent de ces sujets, mais elles sont peu nombreuses. Un dernier projet que je peux mentionner, c'est un projet qui est mené par le Conseil de l'Ordre des architectes de la Réunion et de Mayotte, qui a été lauréat de l'appel à projet Alternative Verte, donc toujours dans le cadre de la stratégie d'accélération, pour un projet qui mêle BIM et bioclimatisme. Mais ces cas restent peu nombreux. Par exemple, lors des deux premières vagues de l'appel à projet numérisation de l'architecture et du patrimoine, on a eu plein de dossiers patrimoine et 0 dossier architecture. Par chance, la troisième vague qui vient de se clore semble avoir bénéficié de plusieurs candidatures vraiment en provenance de la filière de l'architecture, mais il a fallu attendre la troisième vague. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter ces outils pour que vous les relayiez auprès de vos réseaux et puis que vous en saisissiez. Voilà. Donc la séquence sera organisée en 2 temps. Tout d'abord, une présentation par Sébastien Saunier, qui est directeur des crédits aux entreprises à l'IFSIC, des outils de financement de l'IFSIC. Vous verrez qu'il s'agit principalement de prêts et de garanties bancaires. Et puis, aux alentours de 17h,
Une présentation par Fabrice Casadebey, qui est le coordinateur national de la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives au secrétariat général pour l'investissement, le SGPI, donc qui est un service du Premier ministre, et Sébastien Thévenet, qui est délégué aux entreprises culturelles à la direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la Culture, des différents appels à projets qui sont lancés dans le cadre de la stratégie ICC. Donc vous entendrez parler des appels à projets alternatives vertes, numérisation du patrimoine et de l'architecture, des programmes de soutien à l'international, ICC, immersion et culture export, et de l'appel à manifestation d'intérêt, pôles territoriaux d'industrie culturelle et créative. Voilà, je vais céder la parole à Sébastien et vous invite à vous saisir de nouveau de ces outils. Bonsoir à toutes et tous. Juste, j'expérimente. Normalement, il y a des slides qui sont prévus, mais je dois attendre, je pense, qu'ils apparaissent. Non ? J'y vais ? Voilà. Bien bonsoir. Donc, je vais vous présenter effectivement l'IFSIC, l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Outil effectivement, comme le disait Frédéric, qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années, mais pour lesquels on va dire que le secteur de l'architecture et du patrimoine, en particulier l'architecture pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ne s'est pas forcément encore saisi. Et l'idée, c'est de pouvoir vous l'évangéliser et un peu de vous expliquer ce que l'on fait pour vous accompagner, parce que nul doute qu'il peut y avoir effectivement des sujets dans lesquels on peut vous accompagner, et on vient d'en voir quelques-uns dès lors qu'on se rapproche de vous sur les besoins de financement. L'IFSIC, très rapidement, nous sommes une banque qui avons été créée en 1983 à l'initiative du ministère de la Culture. À l'époque, le constat était fait que l'accès au financement pour les entreprises culturelles et créatives dont font partie donc le secteur dont fait partie le secteur de l'architecture n'était pas forcément aisé, avec des modèles économiques parfois peu connus de la part de la place bancaire, et donc avec l'idée qu'il fallait trouver un opérateur ou une institution qui puisse faire le lien, le pont entre les entreprises culturelles et créatives, leurs modèles, et puis le secteur des financiers, en particulier les banques de la place, qui devaient ainsi gagner en expertise et comprendre vos mécanismes d'intervention. Donc nous avons été créés en 83, nous sommes un établissement de crédit à statut privé, puisque nous sommes détenus à 50,5% par l'ensemble des banques présentes en France à peu près, et puis à 49,5% par l'État, dont BPI France, que vous devez au moins connaître de nom évidemment, et qui a aussi des outils, j'y reviendrai, qui sont complémentaires aux nôtres. L'idée d'être privé, c'est que ça nous permet d'être établissement de crédit, et comme on parle avec les banques, eh bien, autant être au même statut qu'elles. Ça nous permet de parler d'égal à égal et d'être considérés par ces dernières. Si nous sommes privés, nous avons pour autant une mission d'intérêt général qui nous lie avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie et des Finances, qui est donc de faciliter l'accès au crédit pour les entreprises culturelles et créatives. Et c'est ce que je vous indiquais, l'idée est de vous donner les clés aux uns et aux autres, de faire en sorte que ces deux mondes se parlent, que vous, en tant que secteur de l'architecture, vous puissiez aller voir des banquiers avec les bons outils, les bons documents, et puis pour les banques, de bien comprendre votre modèle et vos besoins de financement, et du coup de pouvoir vous accompagner avec des financements qui soient adaptés à vos besoins, pas juste du découvert ou pas juste des financements qui ne soient pas forcément cohérents avec vos besoins de financement. Cette action, elle est de mission d'intérêt général parce que nous n'avons pas vocation à concurrencer les banques. Notre mission, c'est bien d'enrôler les banques à nos côtés, et ça n'est pas de les concurrencer. On le fait grâce à deux outils principalement, donc, que Frédéric évoquait brièvement, la garantie de prêt, où on donne à la fois, donc on diffuse notre expertise auprès des banques et auprès de vous-même pour faciliter l'octroi de prêts à votre égard, et on s'implique évidemment financièrement en prenant 50 à 70% du montant du crédit pour les garantir, et donc
en cas de pépin, et bien du coup ça permet aux banques de relativiser le risque pris. Ça permet aussi de confier des sûretés, des garanties que parfois vous n'êtes pas à même de pouvoir confier aux banques. Les banques vont très vite vous demander des cautions personnelles, sauf que votre patrimoine n'est pas forcément à la hauteur du montant d'emprunt levé, et donc du coup vous n'êtes pas en capacité de vous porter caution forcément. Et puis l'idée c'est aussi de limiter ces cautions personnelles. Vous êtes des entrepreneurs et parfois l'idée est de pouvoir plutôt s'appuyer sur des dispositifs tels que celui de l'IFSIC pour garantir les banques. C'est par ailleurs des garanties qui sont plus facilement activables par les banques qu'une caution personnelle et solidaire, et qui donc du coup peut les rassurer quant au fait que cette garantie de l'IFSIC, c'est une garantie considérée comme une garantie d'État. On y reviendra après puisque nous sommes adossés sur des fonds d'État principalement. Et puis nous avons développé l'activité de prêt qui est ouverte à l'ensemble des filières qui relèvent du ministère de la Culture, dont l'architecture évidemment. L'idée c'est de ne pas concurrencer les banques, mais c'est pour autant de pouvoir vous accompagner dans des situations où l'accès au crédit est encore plus complexe que d'ordinaire. Donc ça peut être ou pour compléter des plans de financement lorsqu'ils sont plus complexes. Ça peut être dans le cadre de transmission, ça peut être dans le cadre, on va y revenir, de passage de cap d'activité, où tout d'un coup le montant de financement à trouver est assez important par rapport à la taille de l'entreprise que vous gérez, et donc à ce moment-là, pouvoir vous accompagner dans ce type de prêt. Les prêts, on fait vraiment du sur-mesure, que ce soit en garantie de prêt ou de prêt, c'est-à-dire qu'on octroie des prêts des garanties sur tout type de prêt, je vais y revenir après. L'idée, c'est surtout de comprendre bien votre besoin, et donc retenez à ce stade, en tout cas de la présentation, qu'on est à vos côtés dans le cadre d'une mission qui est de vous faciliter l'accès au crédit, et que nous sommes là pour vous partager notre expertise. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à venir nous voir, en amont d'aller voir vos banquiers par exemple, et de pouvoir déjà évoquer avec vous les différentes problématiques que vous rencontrez, les besoins de financement pour savoir s'ils sont bien calibrés, rapidement voir ensemble si les solutions d'endettement, en tout cas des ressources de financement d'endettement, sont une des solutions possibles ou pas, puisque vous le voyez avec ces 12 outils, on parle quand même de solutions d'endettement. Si c'est activable, eh bien dans ces cas-là, on va vous épauler et on va faire tout pour optimiser la levée de dette. Si ça n'est pas le cas, on pourra très bien vous réorienter vers d'autres organisations ou d'autres typologies d'aides qui peuvent exister. Ces deux outils, on le fait en partenariat avec deux institutions importantes, BPI France, donc actionnaire de l'IFSIC, et qui peut se joindre à nous pour co-garantir à nos côtés pour déplafonner nos capacités, cofinancer en prêt à nos côtés, et puis on fait aussi de la mise en relation avec le réseau de BPI France pour des outils que nous n'opérons pas, puisque là on est sur le prêt et la garantie, mais BPI France va avoir par exemple des aides à l'innovation, va avoir des aides à l'export, va avoir des aides en fonds propres également, des mécanismes d'accompagnement que nous n'opérons pas. Et puis le mécanisme de prêt, on le fait avec le Fonds européen d'investissement qui nous garantit les prêts que l'on octroie, puisque les prêts que l'on octroie sont sans sûreté, sans garantie. On vous les octroie en se disant que les autres sûretés qui pourraient être prises sont plutôt au bénéfice des banques qui vous accompagneraient qu'à notre profit. Très rapidement, ça c'est le volume d'activité de l'IFSIC pour vous dire que notre majorité d'activité est quand même sur la garantie bancaire. Ça rejoint notre mission qui est de dire qu'on enrôle les banques à vos côtés et on leur fait comprendre vos modèles économiques, et ainsi on vous donne accès à du crédit traditionnel. Et puis on a développé beaucoup l'activité de prêt, alors évidemment avec une croissance que vous voyez ici à l'écran, mais qui est plutôt liée au fait qu'on a élargi l'activité de prêt à l'ensemble des secteurs du ministère de la Culture, dont l'architecture en 2021. Et on gère à peu près donc 350 millions d'euros de fonds publics qui nous permettent de couvrir environ 1,2 milliard de crédits sur l'ensemble des secteurs culturels, dont l'architecture est très très petit actuellement. Voilà. Et donc c'est en 2021 que nous avons effectivement sous l'impulsion et l'initiative de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère de la Culture que nous avons été renforcés dans nos moyens pour pouvoir marquer le coup et ainsi acter encore un peu plus notre investissement aux côtés de la filière de l'architecture. Aujourd'hui, on a déjà mobilisé pas mal de financements, et dont Frédéric vous en parlait, deux cabinets d'architectes très récemment qui ont été accompagnés à la fois pour une opération de transmission, une opération de travaux d'aménagement de locaux dans le cadre d'une croissance d'un cabinet d'architectes, et puis d'autres dossiers du patrimoine, puisque cet argent confié nous était pour l'ensemble des filières des patrimoines et de l'architecture.
Là, je vous évoque, donc on a deux outils de garantie bancaire et de prêt. Je vous évoque un peu plus précisément, et je crois que ces supports seront diffusés ensuite, donc c'est pour que vous ayez un peu une idée. C'était aussi pour vous illustrer la philosophie, c'est que on va toujours privilégier la garantie bancaire, le prêt bancaire garanti, et donc inciter les banques à vous accompagner. Elles vont très bien le faire sur un certain nombre d'items, notamment sur tout ce qui est travaux, tout ce qui est acquisition de biens immobiliers par exemple, parce que là vous allez être en mesure de pouvoir apporter à l'appui du crédit un bien immobilier par exemple. Donc ça, les banques vont à la fois bénéficier de ce bien immobilier et en plus de la garantie de l'IFSIC à 50 voire 70%, donc là elles sont plutôt bien bordées, bien protégées. En revanche, il y a des items, des besoins qui sont moins couverts par les banques parce qu'on va être sur de l'immatériel, on va être sur de la croissance d'activité, on va être sur tout d'un coup des contrats qui sont signés avec une envergure plus importante que ce que vous aviez avant, et donc avec des besoins par exemple de staffer vos équipes, de développer des équipes, de structurer votre entreprise. Et dans ces cas-là, eh bien, la banque va être un peu moins à même de vous financer ce passage de cap, ce passage de croissance. Il y a aussi tous les sujets de croissance externe ou de transmission d'études qui peuvent être un sujet dans votre secteur, où effectivement on voit que les banques ont envie de savoir si elles vont miser sur le bon cheval, entre guillemets, dès lors que vous allez reprendre une étude existante. Donc là, ça permet de les rassurer également lorsqu'on peut intervenir à leur côté, à la fois en garantie et en prêt, le cas échéant, pour qu'on répartisse un peu plus le risque qui serait pris sur cette opération. Voilà, et puis après, il y a tous les développements qui peuvent être à l'export ou autres, où là aussi, ça peut être des besoins de financement de personnel qui sont dans le temps, et ces prêts que l'on vous consent sont sur des durées assez longues. On va vraiment avoir une approche avec ces prêts, d'être un partenaire presque associé à vos côtés. On le fait sous forme parfois vous l'avez vu avant, de prêts participatifs, qui sont des quasi-fonds propres. Ça veut dire qu'on s'inscrit dans le temps à 10 ans, parfois jusqu'à 10 ans, en se disant qu'est-ce qu'on veut faire de l'étude à horizon 5 ans, 7 ans, 10 ans, quelle est l'ambition que j'ai, et donc je vais avoir besoin d'investir, de structurer mon entreprise, de recruter des compétences transversales et ainsi de faire des investissements. Et donc nous, on va vous dire, on vous prête de l'argent sur 10 ans, et les 3 premières années, jusqu'à 3 premières années, on va vous exonérer de rembourser ce prêt pour que l'argent qui vous est confié soit bien mis en œuvre pour recruter, se développer, et ensuite vous nous rembourserez à partir du moment où ces investissements portent leurs fruits. Donc ça, c'était pour vous distinguer un peu l'activité de garantie et de prêt. En réalité, on peut tout faire avec les deux outils, mais disons que plus particulièrement, on voit en effet qu'il y a des besoins de financement qui sont plutôt couverts par nos prêts et d'autres plutôt par les garanties de crédit. Nous nous adressons à l'ensemble donc, du secteur de l'architecture dès lors que vous êtes organisé en entreprise. Donc ça, c'est effectivement un sujet important puisque ce matin, dans l'archigraphie qui a été confiée, il y avait encore quand même la moitié des architectes qui étaient organisés en profession libérale. Donc ça, on ne sait pas intervenir sur les professions libérales. Donc il faut que vous soyez sous forme de structure société et que vous ne soyez pas, selon la réglementation européenne, entreprise dite en difficulté. C'est très technique et on va passer rapidement dessus. Et puis, il faut que vous soyez TPE-PME pour qu'on puisse, ou entreprise de taille intermédiaire, pour qu'on puisse intervenir en prêt. Pour la garantie, on intervient sur tout type d'entreprise, la même chose, mais il n'y a pas les deux tirés sur les entreprises en difficulté ou entreprises de taille intermédiaire qui ne s'appliquent pas. Pour les éléments nécessaires à la constitution du dossier, donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vous invite vraiment à venir nous contacter en amont. Dès lors que vous avez identifié un besoin de financement, il faut que vous ayez potentiellement ce réflexe de pouvoir se dire je vais utiliser un des outils qui a été mis en œuvre par le ministère de la Culture depuis maintenant un certain nombre d'années, puisqu'on va avoir 40 ans l'année prochaine, mais qui du coup a une volonté avec la Direction générale des patrimoines et de l'architecture d'être plus présent à vos côtés et de se dire voilà, j'ai une problématique de financement, je vais aller voir les équipes de l'IFSIC qui va me permettre à la fois de créer un diagnostic quelque part de ma situation. Est-ce que par rapport à mon besoin de financement, je peux aller chercher de l'endettement? Est-ce que ça paraît
possible ou pas, on sera très rapidement fixé. Et si c'est possible, à ce moment-là, on va élaborer ensemble une stratégie pour aller chercher ces financements, que ce soit avec notre outil de garantie et ou de prêt. C'est ça que je veux essentiellement que vous reteniez, parce qu'après, sur les documentations à nous fournir, ce sont des documentations assez traditionnelles et qui serviront, quoi qu'il arrive, que ce soit pour un dossier de garantie ou un dossier de prêt quelque part. Et l'idée, c'est de, par ces documents aussi, de commencer à élaborer les éléments et le discours que vous pourrez tenir vis-à-vis d'une banque pour l'emporter quelque part, si j'ose dire, pour obtenir le financement adéquat. Ça, c'est très important. C'est souvent la méconnaissance des uns et des autres qui fait que le financement ne se fait pas. Dès lors qu'on fournit les bons éléments à un banquier, eh bien, tout d'un coup, on va lever l'autocensure qu'il pourrait avoir dans un premier temps. Et en plus, avec l'accompagnement de l'IFSIC, on va avoir un effet un peu labellisant et on va en plus les conforter dans leur prise de risque. On va leur parler de banque à banque. Entre banquiers, on va se dire des choses pour que, vis-à-vis de leur comité d'engagement, ils aient des arguments pour pouvoir emporter la mise, si j'ose dire, et pouvoir vous consentir le prêt. Donc ça, c'est le gros du travail en réalité, c'est vraiment de calibrer, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir donner la bonne documentation qui va avec, et ce qui va lever ainsi l'autocensure que peuvent avoir parfois certains collaborateurs dans les banques. Voilà, donc ça c'était le processus effectivement où je vous disais de prise de contact en amont, le plus en amont possible. Il n'y a pas de tabou avec l'IFSIC, on est dans une mission d'intérêt général. Les dossiers qui nous sont envoyés ou les demandes qui nous seraient formulées sont parfois retravaillés avec vous pour qu'on donne toutes les chances au dossier de passer, que ce soit auprès des banques ou auprès de nos comités. Vous voyez ensuite qu'il y a effectivement une comitologie traditionnelle comme dans les banques. Et nous avons des délais d'instruction alors qu'on a mis à 2 à 3 semaines, ça dépend des maturités des projets. Si on est très en amont et qu'on parle avec vous de manière très voilà, embryonnaire de votre besoin, et bien là, on aura évidemment ensuite à itérer sur votre dossier et l'argumentaire autour de votre projet. Mais si vous avez déjà un dossier prêt et bien établi, ça peut effectivement prendre des délais très courts. Et on prend les décisions au fil de l'eau. Là, je vous ai remis vos interlocuteurs dédiés dans l'équipe de l'IFSIC. Alors l'IFSIC, c'est pas un gros établissement, hein, c'est une vingtaine de personnes, mais j'anime donc la direction crédit aux entreprises et j'ai la chance d'avoir 2 pôles au sein de cette direction, dont un qui est animé par Nicolas Trichet et qui s'occupe notamment du secteur de l'architecture avec Christina Grégorova qui est chargée d'affaires et Odile Bernardi, notre assistante ou attachée commerciale, comme on dit, sur ces sujets. Et donc, toutes ces personnes sont à même, comme moi, de vous renseigner sur nos dispositifs un peu plus en amont et donc de ne pas hésiter à nous solliciter sur tout ça. Merci de votre attention. Il y a peut-être des questions. On fait des questions après, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les questions maintenant ou après, comme tu veux? Après? Très bien. Merci. Bonjour à tous, ravi d'être devant vous ce soir. Merci à la Direction Générale des Patrimoines et de l'Architecture et au service de l'architecture de l'invitation. Fabrice Casadebé, donc coordinateur culture au secrétariat général pour l'investissement, qui est un des services de la Première ministre en charge notamment de toute la politique des investissements d'avenir et donc du programme France 2030. Quelques mots sur ce programme en introduction. Pour la régie, on restera un peu sur la slide introductive en fait, avant de passer sur la suivante. France 2030, c'est un programme qui est doté au global de 54 milliards d'euros pour essayer de préparer notre pays aux défis de l'avenir. Et c'est aussi 1 milliard d'euros qui sont spécifiquement dédiés au champ culturel et au champ de l'innovation dans la culture, ce qui est un effort sans précédent de la part du gouvernement. On cherche à accompagner donc à la fois avec une stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives qui est dotée de 400 millions d'euros et qui vise à accompagner la transition numérique et la transition écologique de la filière, qui est un dispositif qui se déploie sur 5 ans et en 5 axes, et je laisserai Sébastien revenir sur le détail de ces axes tout à l'heure. Et d'autre part, un volet culture du plan France 2030 qui lui vise à faire en sorte que notre pays soit à nouveau en tête de la production des contenus culturels
de demain, qui est un volet qui, lui, est doté de 600 millions d'euros. C'est une démarche collective, en fait, France 2030, qui est pilotée par la Première ministre, avec le SGPI qui coordonne l'action des différents départements ministériels. Évidemment, le ministère de la Culture est chef de file de cette démarche en interministériel. Il y a également en partenariat le ministère des Finances, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, l'idée de rassembler l'ensemble des ministères qui, de près ou de loin, ont à s'intéresser aux questions des défis d'avenir pour la culture, pour préparer ce terrain et cet avenir. C'est aussi une démarche collective au niveau des opérateurs avec lesquels nous travaillons. On essaie de former ce qu'on appelle une équipe de France, à la fois de l'accompagnement et du financement des industries culturelles et créatives. Sébastien Saunier, qui s'exprimait juste avant nous, on est un des éminents représentants. Donc il y a l'IFSIC, comme ça a été indiqué. Il y a aussi la Caisse des dépôts. C'est Maud Franca qui est votre interlocutrice à la Caisse. Il y a aussi BPI France, c'est Nicolas Parpex qui est l'interlocuteur pour les industries culturelles et créatives. Et aussi, en tant que de besoin, nous pouvons travailler avec l'Institut français ou Business France pour des programmes qui concernent un peu plus l'export, ou la Team France Export pour parler en bon français, qui nous accompagne également pour ces questions de rayonnement international. L'idée de France 2030, c'est d'essayer de désiloter, de faire en sorte que les filières de l'industrie culturelle et créative puissent fonctionner ensemble, qu'elles sortent du couloir de nage dans lequel chacune a tendance à rester parfois. Donc on a cette fleur qui s'épanouit de l'ensemble des 14 secteurs des industries culturelles et créatives, dans lequel évidemment l'architecture a toute sa place. Et l'idée, c'est effectivement de faire travailler ensemble les différentes filières, mais aussi de raisonner au niveau des filières et de faire travailler ensemble les acteurs publics et privés, créateurs et apporteurs de solutions technologiques. Donc c'est une logique triplement collective, si j'ose dire. Elle est collective dans l'animation gouvernementale, elle est collective dans les opérateurs qui nous accompagnent pour la mettre en œuvre, et elle veut être également collective dans les filières industrielles qui sont concernées. On a en fait 3 mots d'ordre, hybrider, relier, ouvrir les fenêtres. C'est un peu ça notre objectif. Les 14 ICC que vous voyez rassemblés sur ce schéma, elles sont à la fois essentielles et stratégiques pour notre pays. Essentielles, j'aime bien reprendre le mot de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui dit que la culture, c'est ce qui donne du sens et du goût à nos vies. Je crois que c'est une très belle définition. C'est aussi stratégiquement une filière qui est économiquement vitale pour notre pays. C'est à la fois 2,3% du produit intérieur brut, c'est 2 fois l'industrie automobile, c'est l'équivalent de l'industrie agroalimentaire. C'est un secteur qui est fortement contributeur en emploi. 150 000 entreprises emploient à peu près 640 000 emplois directs et 1,3 million d'emplois indirects. Et c'est aussi un secteur fortement contributeur à la croissance, à peu près 7% de croissance l'an, et également fortement contributeur au commerce extérieur. Et enfin, c'est l'excellence française, d'une certaine manière, une clé aussi de notre stratégie d'influence en l'international, pour parler en bon français de notre soft power, et évidemment le secteur de l'architecture est particulièrement engagé dans ces éléments de rayonnement international. Peut-être revenir sur les grands principes de France 2030 qui structurent un peu l'exigence sur l'ensemble des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt qu'on est amené à lancer, qu'on vous détaillera dans un instant. Il y a 5 grands principes en fait. On intervient toujours en cofinancement. On ne va pas financer 100% d'un projet qui nous est présenté. Il faut donc des partenaires, d'autres partenaires financeurs publics, des partenaires privés. Ça peut être un apport en cash, ça peut être aussi un apport en valorisation. Mais en tout cas, il faut chercher des partenaires pour mettre en œuvre les projets qui nous sont soumis. On soutient l'innovation, donc pas forcément seulement l'innovation technologique, ça peut être l'innovation d'usage, de modèle économique, de gouvernance, mais il faut qu'il y ait une dimension d'innovation forte pour qu'on puisse soutenir les projets, avec l'idée de transformer les filières. Il faut que les projets qu'on accompagne puissent être l'occasion de démontrer une possibilité de transformation pour les filières culturelles. On intervient en amorçage, c'est-à-dire que les projets doivent trouver dans le courant de leur vie des comoteurs de financement, si j'ose dire, qui prennent le relais à un moment des financements de France 2030. Il faut y réfléchir dès l'amorce du projet.
on intervient sur des projets, on n'est pas là pour apporter des subventions de fonctionnement, donc ça doit être aussi intégré dès l'amont. Et puis on a une approche sélective et ambitieuse, hein. On assume de ne pas soutenir tous ceux qui sont juridiquement éligibles. Ce sont véritablement à chaque fois des concours d'une certaine manière, et ce sont les projets les plus convaincants que nous retenons. En un an, sur l'ensemble des dispositifs, on a activé un peu plus de la moitié des crédits sur l'ensemble des champs. On a reçu plus de 600 candidatures et ce matin, on avait le 200e lauréat avec des dispositifs que nous lancions plutôt sur l'export, dont on reparlera tout à l'heure. Et c'est à peu près 90 millions d'euros de crédits qui sont d'ores et déjà engagés sur la première année. Donc nous avançons à marche forcée sur ce programme. Et on va vous détailler dans quelques instants les différents dispositifs ouverts ou à venir. Je laisse peut-être Sébastien revenir un peu sur la genèse de ce processus, puisque le ministère de la Culture a été évidemment fortement engagé dans cette genèse, et peut-être sur le détail des axes des stratégies. Merci beaucoup Fabrice, bonjour à tous. Donc Fabrice Casadebey vous a présenté un peu la géographie de tous les secteurs sur lesquels on a vocation à intervenir. Moi je vais vous faire un peu l'histoire pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, les actions qui sont ouvertes à date et sur lesquelles vous pouvez postuler, et qu'est-ce qu'on a vocation à faire à l'avenir. Donc pour me présenter, Sébastien Thévenet, je suis délégué aux entreprises culturelles à la DGMIC, Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles, qui, au sein du ministère, coordonne l'action sur ce plan transversal de soutien à l'innovation, mais nous travaillons de façon partenariale avec l'ensemble des directions du ministère concerné, et donc bien évidemment avec le service de l'architecture, que je remercie pour son invitation aujourd'hui, qui nous permet de vous présenter ces projets, ces actions, auxquelles, comme le montre parfaitement bien cette petite fleur, vous êtes parfaitement éligible. Donc c'est une démarche qui a commencé en 2019, lorsque nous avons lancé des états généraux des industries culturelles et créatives. Donc là on est dans un monde pré-Covid, où on essaye de regrouper le plus d'acteurs culturels possible, d'interroger ces acteurs culturels pour comprendre, connaître quels sont les enjeux, les problématiques à venir pour ces acteurs culturels, et si possible celles qui sont transversales, qui concernent l'ensemble des secteurs culturels. Ça nous permet d'avoir un premier diagnostic en interrogeant à peu près 700 acteurs. Puis la crise sanitaire arrive, mais la crise sanitaire nous permet aussi de penser le futur, de penser la relance et de penser l'innovation, en se disant que c'est grâce à l'innovation qu'on va pouvoir inventer des nouveaux modèles qui vont nous permettre d'avancer. C'est donc à ce moment-là que nous nous lançons dans la construction d'une stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives, qui est donc dotée de 400 millions d'euros. Nous sommes fin 2020, début 2021. Nous faisons valider cette stratégie autour de 5 axes. Un axe dédié à la compétitivité. Donc l'idée, c'est d'aider les entreprises culturelles, les acteurs économiques culturels à se structurer, d'une part. C'est pour ça qu'on est en train de lancer un certain nombre d'accélérateurs d'entreprises, par exemple, ou de programmes d'accompagnement. C'est aussi la question de l'accès au financement. Et donc, à ce titre, nous réabondons le fonds de prêt à l'innovation de l'IFSIC, dont Sébastien Saunier vous a parlé, qui vous permet d'avoir accès à tout un continuum d'outils de financement pour financer votre activité. Nous avons un axe dédié au numérique, où là nous nous lançons sur des actions avec une problématique thématique qu'on va pouvoir vous présenter, que ce soit les solutions de billetterie innovantes, l'expérience augmentée du spectacle vivant, plus proche de vous, numérisation du patrimoine et de l'architecture, et puis d'autres actions à venir. L'international, parce qu'il est important d'accompagner ces entreprises innovantes à l'international avec des différents programmes qui là aussi forment un continuum d'accompagnement qu'on va vous présenter. Les territoires, avec l'idée de permettre aux acteurs culturels de bénéficier des activités territoriales d'une part, mais aussi d'aider ces acteurs culturels à s'installer dans les territoires, à irriguer les territoires pour que notre plan soit diffusé de la façon la plus optimale sur l'ensemble du territoire français. Et enfin, un dernier axe dédié à la transition écologique cette fois-ci,
qui constitue un peu un fil rouge de tous nos axes, puisqu'on a des critères environnementaux dans chacun de nos dispositifs, on a un bonus environnemental dans chacun de nos dispositifs, vous avez une incitation financière si jamais vous avez une stratégie environnementale particulièrement développée, les coûts de construction de vos stratégies environnementales font partie des dépenses éligibles de chacun de nos dispositifs, et puis, nous le verrons, nous avons aussi lancé des appels à candidature spécifiquement dédiés aux solutions dans le domaine de la transition écologique, un appel à projet qu'on a appelé Alternative Verte. Donc ça, c'était notre premier grand volet qu'on a lancé il y a maintenant 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi. Puis ensuite est arrivé le plan France 2030 qui a englobé cette première action et qui a rajouté 2 volets. L'un qui vous concernera moins directement, mais vous pouvez vous renseigner quand même notamment auprès du CNC, qui pilote la grande fabrique de l'image, dédiée aux studios de production et aux formations dans le domaine de l'image et du son. Et un volet encore à venir, qui sera lancé début 2023, premier semestre 2023, si tout va bien, qui sera dédié aux technologies immersives appliquées à la culture et au contenu culturel immersif. Donc maintenant, on va un peu plus rentrer dans le vif du sujet en vous présentant les actions que nous avons lancées. Alors toutes ne sont pas ouvertes à date parce que souvent on fonctionne par vague de candidatures. Donc vous avez jusqu'à telle date pour postuler, la vague se termine, on instruit, on sélectionne des lauréats, puis nous ouvrons une nouvelle vague de candidatures. Néanmoins, c'est pour la plupart des dispositifs qui ont vocation à être pérennes dans le temps, au moins à horizon 3 à 5 ans, pour que des projets qui n'ont pas encore la maturité pour déposer une candidature structurée puissent poursuivre leur structuration. On va passer rapidement sur certains dispositifs parce que vous serez plus intéressés par d'autres, mais au moins ça vous donne une vision de ce que nous faisons, de ce sur quoi nous travaillons. Nous avons par exemple lancé un appel à manifestation d'intérêt dédié aux solutions de billetterie innovantes en lien avec la Banque des Territoires Caisse des Dépôts. L'idée étant de financer des solutions technologiques dans le domaine de la billetterie qui permettent de mutualiser les intérêts des parties prenantes et notamment d'optimiser la commercialisation des offres artistiques et culturelles. Avec aujourd'hui des acteurs qui ont tendance à monopoliser, disons à capter une part essentielle de la valeur, alors qu'ils ne sont eux-mêmes pas des acteurs culturels. L'idée c'est de redonner aux acteurs culturels les clés de la commercialisation de leur offre culturelle. Fabrice, peut-être je te passe la parole. Le deuxième dispositif, donc, on l'a lancé à l'automne 2021. Ça concerne l'expérience augmentée du spectacle vivant. Alors, je vais passer assez vite, mais en gros, c'est un appel à projet qui est doté de 10 millions d'euros. Une dizaine de lauréats ont été désignés sur les 2 premières vagues pour un peu moins de 6 millions d'euros de crédits de subventions. En gros, la question, c'est comment la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'immersif peut renouveler la relation avec les publics, faire que la diffusion des œuvres soit facilitée, plus de démocratisation culturelle, plus d'accessibilité. Peut-être un exemple de projet qui a été aidé dans ce cadre-là, un projet développé à la scène musicale par Laurence Equilbé et Insula Orchestra autour d'un concert immersif, comment transposer 2 opéras de Beethoven dans l'univers des mangas pour essayer de s'adresser à un public adolescent, jeune adulte, qui n'est pas forcément le public le plus ciblé par le genre de l'opéra jusqu'ici. Et là, nous arrivons au nerf de la guerre. Appel à projet numérisation du patrimoine et de l'architecture. Donc vous faites partie du public cible de ce dispositif, et je crois, comme l'a rapidement mentionné Frédéric Aboury, mauvaise surprise parce que parmi les candidats, très peu, voire très très peu, de dossiers qui concernent l'architecture, ce qui est dommage puisque notre objectif avec cette action, c'est de financer des solutions technologiques de numérisation patrimoniale, mais qui peuvent aussi trouver toute leur application dans le domaine de l'architecture, que ce soit des fins de préservation scientifique, de création de nouvelles offres culturelles innovantes. Donc nous avons eu 2 vagues de candidatures jusqu'à présent, qui nous ont permis de désigner 5 lauréats en vague 1, 4 lauréats en vague 2, ce qui représente à peu près 7 millions d'euros, des très bons projets.
Est-ce qu'il y en a un en particulier sur lequel je pourrais m'arrêter? CMN Digital, qui pour le Centre des Monuments Nationaux permet de développer une offre, une solution technologique pour améliorer la numérisation de leur patrimoine, les jumeaux numériques qu'ils vont développer, et sur cette base créer des offres commerciales de visites virtuelles, de visites du patrimoine qui est le leur. Non, c'est sur une autre slide. Tout à la fin, en fait, on vous fera un focus un peu plus précis sur architecture et comment on a quand même eu certains lauréats qui sont issus du domaine de l'architecture, ou essayer de tisser les liens tant que faire se peut entre nos actions et le domaine de l'architecture. Mais donc là, de façon générale, nous venons de clore la troisième vague, au 5 décembre. Nous avons cette fois-ci reçu plus de candidatures que sur les 2 premières vagues, autant sur la troisième vague que sur les 2 premières vagues réunies, 80 dossiers de candidature, et cette fois-ci nous avons 9 dossiers liés à l'architecture, ce qui est une excellente nouvelle, nous nous en réjouissons. Et donc nous espérons que le jury indépendant qui va évaluer tous ces projets et dont la présidente est une architecte elle-même prendra bien connaissance de ces candidatures architecture, les évaluera au même titre que les autres secteurs qui sont plutôt les monuments historiques, qui sont les expériences muséales ou encore le patrimoine archivistique. Et cette fois-ci, en tout cas, au sein des candidats, nous avons des représentants du domaine de l'architecture. Un autre appel à projet qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part de l'ensemble des filières des industries culturelles et créatives, c'est l'appel à projet sur les alternatives vertes dans la culture. Comment répondre à cet enjeu de transition écologique, comment faire en sorte que des propositions qui sont souvent temporaires dans des expositions muséales, dans des formes du spectacle vivant, intègrent la dimension durable. On sait que ce sont des réflexions qui traversent l'ensemble des 14 secteurs des ICC en ce moment, que chacun fait du jus de crâne pour essayer de trouver des solutions intéressantes et innovantes. On reviendra tout à l'heure sur les lauréats architecture. En termes d'éco-conception, par exemple, on a soutenu un projet partenarial entre le Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, le Théâtre du Châtelet à Paris, l'Opéra National de Paris, l'Opéra National de Lyon, en se disant si on construit, donc ça concerne un peu la scénographie qui a un lien avec l'architecture, si on construit des dispositifs scéniques en kit, d'une certaine manière, on aura à faire circuler à l'occasion d'une tournée que la partie strictement visible du public, le reste restant dans chaque maison d'opéra et permettant dans un dispositif qui s'ajuste de correspondre aux différents types de productions qui peuvent se présenter. Donc avec l'idée de dire comment limiter le bilan carbone d'une tournée. On a eu après des projets de ressourcerie, on a eu des projets sur la manière de chauffer un chapiteau de cirque, comment utiliser les énergies renouvelables pour alimenter des festivals. Il y a eu une palette très large qui a été présentée, puis on reviendra tout à l'heure sur les lauréats spécifiques architecture. Et cette fois-ci, l'architecture était le 3e secteur en termes de nombre de candidats, puisque nous avions 6 lauréats. Alors, le concours Innove peut vous intéresser, même si là, c'est souvent le public cible, c'est des start-up tech qui vont développer des briques technologiques avec application dans la culture. C'est vraiment notre dispositif tech jusqu'à présent, qui est dédié à des PME, qui va soutenir des projets de R&D, 3/4 en subvention, 1/4 en avance remboursable. On a un budget total dédié de 36 millions d'euros pour ce dispositif, des montants assez élevés en général pour des projets qui vont jusqu'à 5 millions d'euros, et donc des montants de soutien qui peuvent atteindre les 2 millions d'euros par projet de R&D. En général, on a 2 à 3 vagues par an. Aujourd'hui, on est en train d'instruire les candidats de la vague numéro 10. Et nous avons jusqu'à présent un certain nombre de beaux lauréats. Si je fais un rapide calcul, nous avons 22 projets lauréats. Et nous devrions en avoir encore entre 6 et 8 sur cette vague 10.
On peut citer par exemple Emissive, que vous connaissez peut-être, qui est un studio de production dans le domaine de la réalité virtuelle pour les expositions muséales principalement. On peut citer Movie Shiner, qui a développé un système de blockchain pour la gestion des droits et la gestion des droits sur les œuvres protégées dans le domaine audiovisuel et cinéma. Donc voilà, on a vraiment une dimension techno assez forte sur ce dispositif, même si, comme le rappelait Fabrice, tous nos dispositifs s'adressent à des projets d'innovation, mais ce n'est pas que l'innovation technologique. L'innovation d'usage, de modèle d'affaires, d'organisation répond à nos critères en matière d'innovation. Sur les autres dispositifs qui avaient été lancés en 2021, donc on a évoqué, je n'y reviens pas forcément, les dispositifs de l'IFSIC, qui sont dotés de 50 millions d'euros sur la stratégie d'accélération. On a déjà versé 25 millions d'euros à l'IFSIC avec un niveau de consommation des prêts qui est important sur les 2 premières années. Et peut-être revenir un peu plus longuement en revanche sur l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir, qui lui est un appel à manifestation d'intérêt transversal à France 2030, c'est-à-dire qu'il concerne l'ensemble des verticales de l'économie qui sont à l'intérieur de ce plan. C'est un AMI qui est positionné autour de 2 milliards d'euros. Nous, on a une verticale de 41 millions d'euros sur cette enveloppe globale. Cet AMI finance 2 types de dispositifs, ou des diagnostics sur les besoins de formation, ou des dispositifs de formation eux-mêmes, sachant que en termes d'architecture, on a eu le plaisir pour le coup d'avoir un dossier présenté par l'ensemble des écoles d'architectes de France et qui avait été accompagné par la Direction générale du patrimoine et le service de l'architecture pour justement anticiper les besoins en compétences du métier d'architecte dans les prochaines années. Ce qui est important dans cet appel à manifestation d'intérêt, c'est qu'on est toujours dans une logique de filière. Donc c'est pas une école qui nous présente un projet de nouvelle formation, ça rentre absolument pas du tout dans notre cadre d'analyse. C'est plus des formateurs en lien avec les professionnels des secteurs qui réfléchissent eux-mêmes à ce dont ils ont besoin, à l'évolution des métiers au sein des entreprises, à l'employabilité, aux compétences complémentaires qui doivent être développées. Et c'est dans cet échange entre les professionnels, employeurs et les formateurs c'est ce type de dispositif qu'on soutient dans cet appel à manifestation d'intérêt. Il y a un dispositif qui n'est pas sans lien avec l'architecture, qui est celui du campus des métiers et des qualifications de Versailles, qui a une dimension importante sur le patrimonial, la construction, les matériaux, et également d'une certaine manière, qui a été soutenu de manière forte, puisque ce sont des dispositifs qui accompagnent les dispositifs de formation à des niveaux de tickets importants en termes de financement. Donc ça, c'est ce que nous avions fait en 2021. Comme je vous dis, ces dispositifs sont toujours actifs, même si parfois en ce moment il n'y a pas de vague de candidatures ouvertes. Mais ces vagues ont vocation soit à revenir, soit à ce que d'autres dispositifs prennent la suite. On y reviendra, par exemple, sur numérisation du patrimoine et de l'architecture. Là, c'est la 3e et dernière vague qui est en train d'être instruite. Donc, en l'état, il n'y en aura pas d'autres, mais il y aura, on vous en dira un tout petit mot, un dispositif qui, a priori, devrait pouvoir prendre la suite. En 2022, nous en avons lancé 5 supplémentaires. Un programme Culture Export, qui est mis en œuvre par notre partenaire BPI France. Culture Export, c'est 12 mois pour 12 mois d'accompagnement, une sorte d'accélérateur à l'international qui doit vous permettre de bâtir votre stratégie à l'international. Donc c'est orienté sur une zone cible. Pour la première édition 2022-2023, ce sont les États-Unis qui ont été choisis. Vous avez du conseil stratégique individuel, de la formation, de la mise en réseau et 2 déplacements courts sur zone pour assurer la prospection commerciale.
C'est un programme qui répond à un besoin de monter en compétences sur tous les sujets internationaux, et surtout c'est un programme qui vous permet de vous confronter avec des gens qui ont réussi ou n'ont pas réussi leur installation sur le territoire cible. Et on voit que c'est ce qui fonctionne le mieux dans ce programme, c'est le retour d'expérience d'entrepreneurs qui ont tenté cette installation et qui ne l'ont pas, qui parfois ont réussi, parfois n'ont pas réussi. Donc il y a ce retour d'expérience qui représente une grande valeur. Et là, parmi les lauréats de la vague 1, où nous avons 22 lauréats, vous verrez juste au milieu Cause Architecte, qui bénéficie donc de ce programme. Programme ouvert aux architectes. En première année, donc les États-Unis, le programme d'accompagnement est en cours, mais nous prévoyons de lancer une édition numéro 2, voire une édition numéro 3, qui sera destinée à de nouvelles zones, encore à définir. Très probablement, nous aurons une destination en Asie et très probablement une destination au Moyen-Orient, même si tout ça est encore à définir. Et donc tout ça continuera à se déployer au cours des prochaines années. Avec Culture Export, on était dans l'accompagnement de la définition d'une stratégie à l'international. Avec les accélérateurs, on est dans l'accompagnement de la définition de la stratégie des entreprises. Alors, il y a 2 accélérateurs qui ont été lancés hier soir, et hier soir de manière officielle, et ce matin pour les travaux concrets. Là, ce sont à chaque fois 25 entreprises dans chacun des dispositifs, l'un sur la musique et le spectacle vivant, l'autre sur les savoir-faire d'exception. On vous en parle quand même parce qu'il y a un projet l'année prochaine d'avoir 2 autres verticales qui ne sont pas encore complètement désignées, mais on imagine ou on réfléchit à ce que l'architecture puisse intégrer l'une d'elles. Le dispositif tel qu'il fonctionne, on s'adresse aux patrons des structures ou à ceux qui ont la capacité de définir la stratégie, et on les accompagne pendant 18 mois avec une forme de coaching personnalisé, un diagnostic sur les besoins de l'entreprise et ses évolutions, et puis des prestations de conseil d'une certaine manière qui accompagnent la définition de la stratégie de l'entreprise, avec un reste à charge. Enfin, le programme France 2030 fait que la facture est réduite pour les entreprises, mais il y a un reste à charge qui reste pour les entreprises qui est mentionné, donc qui peut descendre jusqu'à 12 000 € hors taxe, puisque c'est quand même un programme particulièrement dense qui est mené, et donc un programme de 18 mois comme je l'ai dit. Accompagnement encore cette fois-ci à l'international, avec des programmes d'immersion internationale qu'on a intitulé ICC Immersion, et que nous avons lancé en partenariat avec nos collègues de l'Institut français de Business France. Donc cette fois-ci, c'est la fin du continuum d'accompagnement à l'international. Culture Export, c'était pour bâtir votre stratégie. ICC Immersion, c'est pour aller vous installer. Donc on a une phase de formation à distance, donc vous restez en France, mais vous êtes formé par des experts qui sont sur la zone dédiée. Pour l'année 1, nous avons 4 pays pilotes qui nous permettent de tester la pertinence de cette proposition. Nous avons la Corée du Sud, le Canada, Israël et Royaume-Uni. Corée du Sud, Canada, les instructions sont en cours, les candidatures sont closes. En revanche, Israël, Royaume-Uni, les périodes de candidature sont encore ouvertes jusqu'à début janvier. Donc vous avez là 2 programmes à l'international sur lesquels vous pouvez candidater sur le site de l'Institut français, si je ne dis pas de bêtises, mais à la fin je vous afficherai aussi notre site où vous avez toute l'information. Et sur ce programme ICC Immersion, nous avons vocation à lancer 2 nouvelles destinations chaque année qui vous permettront de trouver chaussures à votre pied si vous avez un programme d'installation sur un marché cible. Donc je disais 3 à 4 semaines de formation depuis la France avec des experts à l'étranger qui sont déjà insérés dans les écosystèmes de pointe sur les marchés cibles. Puis vous avez un voyage, en général d'1 semaine à 10 jours, qui vous permet de rencontrer directement les écosystèmes cibles. Ça peut être des incubateurs, des accélérateurs, des experts sectoriels qui sont installés localement. Le poste diplomatique fait aussi un gros travail pour vous accompagner et vous donner toute l'information nécessaire. Puis pour les projets d'installation les plus structurés, les plus mûrs, une 3e phase optionnelle cette fois-ci s'ouvre, où vous pouvez avoir un accompagnement sur mesure qui peut aller jusqu'à 6 mois.
et qui doit vous permettre vraiment de vous installer sur le marché. Ça peut être par un lancement produit, ça peut être par le développement d'une filiale ou d'une antenne. Voilà, là c'est vraiment pour faire aboutir cette installation. En général, c'est des cohortes de 15 à 20 lauréats. Si je ne dis pas de bêtises, nous n'avons pas eu de candidature sur Corée du Sud, Canada, donc j'espère que nous en aurons beaucoup sur Israël et Royaume-Uni, mais sinon ne vous inquiétez pas, d'autres destinations sont à venir. Nous avons activé aussi il y a quelques jours l'axe territorial de la stratégie, le 4e axe, avec l'appel à manifestation d'intérêt pôles territoriaux d'industrie culturelle et créative. Donc là, l'idée, c'est de soutenir des éléments de structuration sur le territoire de la filière des industries culturelles et créatives, ou dans une verticale des ICC particulières, ou de manière plus transversale. Et l'idée, c'est d'accompagner une forme de quadriptyque, en quelque sorte, où il y aurait à la fois des lieux de formation et de recherche, des lieux de diffusion au public, un écosystème d'entreprise et une collectivité qui fait le pari des industries culturelles et créatives dans la définition de sa stratégie, et que nous pourrions accompagner dans la mise en œuvre de ces pôles, avec une démarche en 2 temps. D'abord, un appel à manifestation d'intérêt doté de 1,8 million d'euros pour des crédits d'ingénierie, pour aider à finaliser un certain nombre de projets, et ensuite un appel à projet lui-même qui sera doté de 45 millions d'euros. Alors la phase de l'appel à manifestation d'intérêt, elle est ouverte jusqu'au 31 mars 17h, et ensuite au printemps 2024 on lancera la phase de l'appel à projet lui-même. On n'est pas obligé d'ailleurs d'avoir candidaté ou d'avoir été lauréat à l'appel à manifestation d'intérêt pour présenter son dossier à l'appel à projet. Juste pour donner une idée du niveau de sélection qu'on envisage, il ne s'agit pas de mettre des pôles sur l'ensemble du territoire en très grand nombre. Il n'y a pas une vocation de saupoudrage à ces dispositifs de France 2030. J'évoquais tout à l'heure la sélectivité. 45 millions d'euros, pour nous, c'est à peu près 15 pôles accompagnés chacun à hauteur de 3 millions d'euros pour avoir ces éléments de rayonnement régionaux, nationaux et internationaux répartis sur le territoire autour des industries culturelles et créatives, à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou de manière transversale ou sur une verticale particulière. Il y a des axes prioritaires en fait, qui ont été souhaités par la ministre de la Culture, qui concernent à la fois les métiers d'art, le design, la création de mode, les technologies du son et de l'image, mais l'ensemble des secteurs. Et donc pourquoi pas l'architecture pourrait être tout à fait éligible à ce dispositif s'il y avait une mobilisation territoriale particulière à un endroit du territoire. Et là, soit éventuellement vous pourriez vous associer à un pôle transversal sur l'ensemble des industries culturelles et créatives. En modèle, par exemple, on peut citer le quartier de la création à Nantes, on peut citer Cap Digital à Paris, où là, les architectes doivent pouvoir trouver leur place dans ce type de pôle. Mais aussi, on voit émerger sur le territoire des pôles qui sont plus thématiques. Par exemple, on peut penser au pôle Pixel à Villeurbanne, dédié à tout ce qui est images, jeux vidéo, création numérique, etc. Et donc, potentiellement, si des acteurs de l'architecture se regroupent et se mobilisent, pourquoi pas un pôle territorial dédié à l'architecture serait tout à fait envisageable. Sur la poursuite de ces dispositifs, donc sur les solutions de billetterie innovantes, nous allons a priori lancer une phase 2 qui va permettre de financer le déploiement cette fois-ci des solutions technologiques. Le concours Innov, la vague 10 est en cours, le lancement de la vague 11 aura lieu au premier semestre 2023. L'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir va changer par rapport à ce qui est indiqué sur cette slide, puisque la sélection de la vague 3 est en cours, mais sans trahir de secret, je pense que nous passerons une des candidatures continues à partir de 2023. C'est-à-dire, en effet, qu'on n'aura plus de vagues comme on l'avait initialement envisagé, mais à partir du 1er janvier, on sera dans un mécanisme de fil de l'eau, où les porteurs potentiels de projets pourront dans un premier temps nous adresser 2 pages en nous disant voilà le projet que j'aimerais faire, et où nous on est en capacité de répondre assez vite pour dire c'est totalement hors des clous ou pourquoi pas ça pourrait être soutenu dans le cadre de France 2030. Et à ce moment-là, si ce n'est pas hors des clous, vous êtes invité à compléter un dossier plus exigeant que les seules 2 pages, mais
qu'on essaie aussi de simplifier. Ça fait partie des démarches qui sont en cours en ce moment dans France 2030, avec donc un système continu où on ne vous donne pas de vagues à l'avance. Alors je ne sais pas si c'est efficace pour les architectes, parce qu'on sait très bien que les charrettes, ça fait partie de la philosophie professionnelle et de la manière d'être efficace. Mais on verra ce que ça donne. C'est une expérimentation d'une certaine manière, ce fil de l'eau, qui doit permettre plus de simplicité, plus d'accessibilité, moins de barrières à l'entrée. C'est ça qu'on essaie de mettre en œuvre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous saisir de ce nouveau dispositif à partir du 1er janvier. Nous aurons aussi d'autres actions à venir, puisqu'on a encore presque un demi-milliard d'euros à déployer dans le cadre de France 2030 pour les secteurs des industries culturelles et créatives. Mais cette fois-ci, ça donnera lieu à des annonces dédiées qui devraient avoir lieu courant du premier trimestre 2023. J'attire néanmoins votre attention sur le fait qu'il y aura tout un volet dédié à l'immersif, aux technologies immersives appliquées à la culture. Donc c'est un sujet qui originellement est plutôt venu du secteur jeux vidéo, qui a déjà commencé à développer des quasi-métavers ou des proto-métavers, ou en tout cas des environnements durables avec des technologies immersives intégrées. Mais notre idée, ça va être de traiter ce volet immersif pour qu'il s'adresse à l'ensemble des secteurs culturels. Et donc, les pratiques architecturales qui passent par de la réalité virtuelle, par exemple, seront tout à fait éligibles à ce type de dispositif. Pour finir, rapide retour sur l'architecture au cœur des enjeux de France 2030. Donc, d'une part, il faut que vous sachiez que l'architecture est par construction éligible à tous nos dispositifs. Ça fait, comme on l'a dit au début avec Fabrice, l'architecture fait partie des 12 à 14 secteurs des industries culturelles et créatives qui est éligible. Donc, systématiquement, dans chacun de nos cahiers des charges, nous rappelons ça. Parfois, il faut le répéter pour que ça soit entendu, mais partez du principe que tout ce qui est lancé dans le cadre de France 2030, sauf lorsqu'il y a une thématique très précise qui est traitée, mais par nature, l'architecture est éligible. Nous associons systématiquement nos collègues du service de l'architecture dans la préfiguration de ces dispositifs, dans l'analyse des dossiers candidats sur leur champ d'intervention. Donc sachez que vous aurez une évaluation, une écoute, un suivi qui sera assuré au sein du ministère de la Culture. Nous avons ce dispositif numérisation du patrimoine et de l'architecture qui a été pensé pour s'adresser à vous. Et d'ailleurs, Delphine Aboulker est présidente du comité de sélection. Et grâce à un effort de communication que nous avons collectivement tenté de faire, nous avons comme ça obtenu 9 candidatures dédiées à l'architecture dans le cadre de la vague 3 pour laquelle les instructions sont en cours et la sélection viendra au premier trimestre 2023. Enfin, sur l'international, nous avons également travaillé avec l'AFEX, puisqu'au moment de bâtir nos dispositifs, nous avons consulté l'ensemble des opérateurs sectoriels à l'export pour être sûr que nous nous insérons de façon harmonieuse au sein de ce paysage déjà existant et pour faire en sorte que nos dispositifs puissent prendre en compte les spécificités de l'architecture. Sur les actions ouvertes à date, comme je vous le disais, nous avons encore 2 appels à candidature qui sont les appels ICC Immersion dédiés aux zones Israël et Royaume-Uni sur lesquels vous pouvez candidater. Et au même titre que nous avons eu un lauréat architecture sur Culture Export États-Unis, vous êtes tout à fait bienvenus pour déposer une candidature dans ce cadre. Quelques exemples de lauréats qu'on a un peu cités au fil de l'eau, mais pour vous montrer que l'architecture bénéficie aujourd'hui de ce plan France 2030. Alors c'est peu de lauréats, mais c'est aussi des crédits qui parfois peuvent être relativement importants. Notamment, Fabrice le citait, dans le cadre de notre AMI Compétences et métiers d'avenir, on a vu que les acteurs de la formation dans le domaine de l'architecture se saisissaient très bien de ce dispositif, puisque nous avons un réseau d'écoles en région Rhône-Alpes qui a pu être désigné comme lauréat non pas sur un diagnostic, mais vraiment sur un dispositif de formation. Donc comme le citait Fabrice, on est sur des ordres de grandeur d'intervention de plusieurs millions d'euros qui doivent vraiment permettre de dynamiser la formation dans les secteurs concernés. Nous avons également en Île-de-France cette fois-ci
avec l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette, un diagnostic qui est financé sur les nouveaux métiers de l'architecture, les nouvelles méthodes pour adapter les formations, qu'elles soient au plus près des besoins des acteurs de l'architecture. C'est même toutes les écoles, en fait, la Villette c'est le premier, mais c'est en fait l'ensemble des écoles d'archi de France qui s'étaient rassemblées, ce qui a aussi été un élément important d'appréciation, le fait d'être capable, que l'ensemble des organismes de formation d'une filière soient capables de se mettre ensemble, a été fortement apprécié. Le campus des métiers et qualifications de Versailles, que Fabrice citait, cette fois-ci il est plus centré sur les métiers d'art, mais néanmoins il nous semble que l'architecture pourrait être intéressée, puisqu'une des thématiques auxquelles s'intéresse ce pôle de formation, c'est également l'éco-rénovation et les nouveaux matériaux, donc potentiellement des applications dans le domaine de l'architecture. Sur le volet international, donc par exemple, je mettais en valeur Cause Architecte, qui bénéficie de notre programme Culture Export et qui va donc bâtir pendant 12 mois sa stratégie de développement vers les États-Unis, avec 2 voyages sur zone. Et enfin, dans le cadre de l'appel à projet Alternative Verte, Culture et Climat, que je pense Frédéric Aboury vous a décrit tout à l'heure, un projet basé à La Réunion et qui cherche à marier architecture et transition écologique. Pour avoir toutes les informations à ce sujet-là, vous avez un site culture.gouv.fr/stratégie-ICC. Nous mettons l'ensemble des dispositifs que nous lançons, l'ensemble des actions qui sont déployées, un calendrier de quelle est la date de clôture des candidatures. Parfois, c'est rouge, c'est 0. Ne paniquez pas, il va y avoir d'autres vagues qui vont être lancées, encore une fois. Il faut juste être un peu patient. Et puis, quand de nouveaux dispositifs sont lancés, nous les mettons sur cette page. Nous mettons les cahiers des charges aussi, pour que vous puissiez avoir une vision assez exhaustive du dispositif. Et nous renvoyons systématiquement vers l'opérateur, Caisse des dépôts, BPI France, IFSIC, Institut français, Business France, qui va mettre en œuvre le dispositif que nous avons lancé. Voilà, en termes de présentation, ce que nous pouvions vous dire. Et je pense que nous allons passer à une série de questions-réponses. Oui, voilà. Merci à tous les deux pour cette présentation. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus dans tous ces dispositifs. Mais justement, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Allez-y. Que ce soit d'ailleurs sur l'IFSIC, que Sébastien, qui est resté dans la salle, peut répondre à vos questions également. Si vous avez des questions qui viennent plus tard, on pourra vous donner nos mails aussi. Hein. Je vois que Madeleine a une question à poser. Oui, dans le cadre de la prochaine vague d'AMI, est-ce que, par exemple, l'idée d'installer dans un pays étranger une structure de représentation des architectes français pourrait rentrer? C'est pas le public cible naturel, on va dire. En général, France 2030 s'intéresse surtout aux entreprises, aux acteurs économiques. Néanmoins, si derrière il y a une dimension entrepreneuriale et la volonté d'embarquer des architectes pour leur permettre l'installation, on va étudier le dossier. C'est exactement le cas. On va étudier le dossier et donc, même si c'est pas la cible naturelle, possiblement ils pourront en bénéficier. Je pose la question.